Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alessandro Bellato et je suis un ancien élève de l'école européenne de Bruxelles, la capitale européenne. Pour cela, mon professeur d'histoire-géographie, M. Bilaï, m'a demandé de vous expliquer un peu comment marche la prise de décision au niveau de l'Union européenne. Eh bien, la prise de décision au niveau de l'Union européenne fait intervenir principalement 6 institutions différentes. Nous avons dans un premier temps le Conseil européen, qui réunit notamment les plus grands chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres. Et lors de ces réunions, les dirigeants fixent les grandes intentions générales, donnent l'impulsion et fixent les priorités politiques européennes. Et ils se réunissent au moins 4 fois par an. La Commission européenne, qui ne représente pas les États mais toute l'Union européenne, fait ensuite des propositions de loi dans l'intérêt commun de toute l'Europe. Celle-ci est composée d'un commissaire par État membre qui ne représente pas son pays d'origine. Les propositions de la Commission européenne sont ensuite revues et modifiées et est ensuite votées par le Parlement européen, qui est composé de 751 députés élus dans les 27 États membres. Ceux-ci ne représentent pas de nationalité, mais les citoyens européens, et votent les lois en fonction de leur idée politique. Afin d'être adoptée, une loi ne doit pas être seulement votée par les députés européens, mais aussi par les ministres des États de l'Union européenne, qui se réunissent au sein de l'Union européenne en fonction du sujet pour modifier et ensuite voter la loi future. La loi européenne doit être ensuite approuvée par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, et ensuite elle est transmise à la Commission européenne qui doit veiller à son exécution par tous les États membres. Une autre institution est la Cour de justice de l'Union européenne, qui vérifie qu'ensuite tous les pays de l'Union européenne appliquent la loi. Enfin, on a la Cour des comptes européenne qui contrôle les finances de l'Union européenne. Parlons maintenant du traité de Lisbonne de 2007. Celui-ci va mettre en place un nouveau président du Conseil européen qui va être voté pour 2 ans et demi et va être un nouvel homme fort et réfléchissant pour l'Union européenne. Ce traité a mis aussi en place un haut représentant pour les affaires étrangères qui va négocier, représenter et porter la parole quand il y a des problèmes dans le monde. L'Europe va donc avoir la même force de frappe diplomatique que les États-Unis. Une autre nouveauté de ce traité fut que les citoyens européens pourront obliger l'Europe à légiférer une pétition si elle recueille plus d'1 million de votes. De plus, ce traité, suite à celui de Nice en 2000, impose pour certaines décisions du Conseil de l'Union européenne la majorité qualifiée, alors qu'auparavant l'unanimité de tous les États était nécessaire. Ceci cause donc des tensions et des problèmes, car des décisions prises à majorité impliquent le fait que ce n'est plus vraiment un système intergouvernemental, mais il devient plus fédéral, car des décisions peuvent être prises à notre place. Prenons donc l'exemple de François Hollande, qui affirme devant la presse en 2013 « La Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire ». Mais ce n'est pas la seule tension au sein de l'Union européenne, car à part le Parlement européen, le reste des institutions sont fondées sur la technocratie. Ça veut dire que les techniciens et les fonctionnaires non élus vont commander. De plus, plusieurs pays s'éloignent des valeurs partagées par l'Union européenne avec leur comportement, comment dire, assez autoritaire et rebelle. On peut prendre l'exemple de la Pologne qui a un comportement assez négatif envers l'Union européenne. N'est-ce pas, Milo?